Bonjour à tous, vous écoutez le podcast « Mon cancer, ma fille et moi ». Je m'appelle Camille et je vous partage ici mon expérience de la maladie. Je vous explique également ce que j'ai mis en place pour aider ma fille à mieux vivre mon cancer. Moi, je m'appelle Charlotte, je suis sa fille et je vous raconte ce que je sais sur le cancer de ma maman. Vous êtes prêts à nous écouter parler de chimiothérapie? Vous êtes sûrs? C'est parti! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode final de cette deuxième saison du podcast qui était consacré aux chimiothérapies. Il s'agit donc de l'épisode où je réponds aux questions qui m'ont été posées. Commençons par la première question. On m'a demandé si la cicatrice de mon PAC était toujours visible. C'est délicat pour moi de répondre à cette question parce qu'on me l'a enlevée il y a moins d'un mois. Ça a donc ravivé forcément, si je peux dire, la cicatrice. Mais je sais que ce n'est qu'une question de temps. La cicatrice de mon PAC est verticale et elle se situe au niveau de la bretelle du soutien-gorge. Elle est très fine. Alors oui, elle est toujours visible pour l'instant, mais ça signifie que je peux la cacher facilement, sous la bretelle d'un soutien-gorge, d'un maillot ou bien d'un débardeur. Et là, elle passe totalement inaperçue, même sous une bretelle fine. Mon chirurgien a vraiment de l'or au bout des doigts. J'ai vu pas mal de cicatrices de porte-à-4 depuis ma maladie, et pour être franche, désolée les copines, mais j'ai vraiment l'impression que la mienne est la plus belle. Charlotte me dit la même chose d'ailleurs. Et vous savez ce qu'on dit. La vérité sort de la bouche des enfants. Quoi qu'il en soit, comme je vous le décrivais dans le premier épisode de cette saison, la pose de ma chambre implantable, cette cicatrice ne me complexe pas. Elle me rappelle mon parcours, ce que j'ai traversé, et surtout ce que j'ai réussi à surmonter et dépasser. Mais effectivement, si cela venait à me complexer, la cicatrice est telle que je peux la cacher facilement. La deuxième question concerne Charlotte. On m'a demandé pourquoi elle n'était pas intervenue sur tous les épisodes de la saison. La réponse est assez simple. Elle n'avait rien à ajouter. J'ai développé les aspects des chimiothérapies en les décomposant en plusieurs sujets d'épisodes. Mais pour Charlotte, c'était la même chose. J'étais en chimio, j'étais à la clinique. Elle n'a pas vraiment fait la différence entre les chimios de C et les chimios de Taxol. Elle découvrait avec moi de nouveaux effets secondaires au fur et à mesure des traitements, mais elle ne les distinguait pas, comme moi j'ai pu le faire, et c'est tant mieux. Comme je l'indiquais dans l'épisode précédent sur le Chemobrain, elle a mis beaucoup de choses sur le compte de la fatigue. Pour elle, j'étais en chimio, et ça regroupait des tas de choses. Point. Pendant la préparation des épisodes, je discutais avec elle, comme d'habitude, et ce qui revenait de son côté, c'était « Mais maman, on l'a déjà dit que tu étais en chimio. » Je n'ai bien évidemment pas voulu la forcer à intervenir. Et je crois que ça représente bien aussi la réalité. Même s'il s'est passé beaucoup de choses en moi, même si mon corps et mon cerveau ont beaucoup changé, à la différence de l'annonce de la maladie qui embarque toute la famille avec nous, les effets secondaires, même si notre entourage les voit, nous sommes vraiment les seuls à les ressentir. On peut leur expliquer des dizaines, des centaines de fois, de manière différente, en essayant de leur faire comprendre au maximum. Si vous n'êtes pas passé par là, même avec toute la compréhension et toute l'empathie du monde, vous ne pouvez pas prendre la mesure totale des traitements contre le cancer. C'est ce qui s'est passé avec Charlotte et les chimios. Même si nous ne lui avons rien caché, même si nous avons beaucoup discuté avec elle, elle a vu certaines conséquences, comme le crâne rasé, les bouffées de chaleur, la fatigue, la diminution de ma vivacité d'esprit. Mais elle n'a pas pu en saisir l'ampleur. Je faisais le maximum pour que le moment de la journée où j'avais le plus d'énergie, ce soit les heures que je passais avec elle. Et puis elle n'avait pas de point de comparaison possible. On l'avait tellement préparée au fait que les chimios allaient me fatiguer, que j'allais être peu disponible, malade même, qu'elle n'a jamais été surprise en fait. Par contre, elle a été surprise qu'on fasse une saison entière du podcast sur les chimiothérapies. Elle se demandait si j'aurais assez de choses à dire. Une autre question qui m'a été posée, c'était si j'avais pensé à la mort pendant cette période. Je suis mitigée. Je pense que quand on vous annonce un cancer, on pense forcément, à un moment donné, à la mort. Surtout au début. Pendant la période de traitement, de chimiothérapie notamment, honnêtement, je n'y ai pas beaucoup pensé. C'est le moment où on a la tête dans le guidon. Il faut encaisser et rester debout pour pouvoir encaisser les prochaines. J'avais dans la tête la date de ma dernière chimio en ligne de mire. C'était mon objectif.
Chaque matin, je me levais en me disant que c'était un jour de plus qui me rapprochait de cette date. Et cette échéance était finalement assez proche. J'ai eu ma première chimio le 30 novembre et ma dernière le 19 avril. Je ne voyais pas au-delà du 19 avril. Je n'arrivais pas à me projeter. Et pourtant, j'ai une capacité à me projeter très loin d'habitude. Mais là, c'était impossible. Je sentais que j'encaissais plutôt bien les chimios, que mes analyses n'étaient pas mauvaises. Et comme pour moi, il n'y avait pas de lendemain après le 19 avril, je ne pensais pas que je pouvais mourir d'ici là. Si mon état s'était dégradé, si j'avais ressenti d'autres choses dans mon corps, cela aurait sans doute été différent. J'ai vu ma mère décliner les derniers mois avant son décès. Moi, je n'étais pas dans ce schéma-là, je le sentais. Il fallait juste que je tienne jusqu'au 19 avril. Je n'ai donc pas du tout pensé à la mort pendant ces traitements. Ce qui m'angoissait, c'était tout ce qui pouvait repousser cette date et me décaler des chimios, par exemple. Si mes analyses de sang n'avaient pas été bonnes, si mes problèmes cardiaques s'étaient aggravés. Par contre, depuis la fin des chimiothérapies, c'est une toute autre histoire. Il y a la peur de la mort et la peur de la récidive. Et ça, il faut apprendre à vivre avec, au quotidien. J'ai d'ailleurs prévu d'y consacrer un épisode dans les prochaines saisons. La question suivante concerne mon activité professionnelle. On m'a fait remarquer que je parlais à la fois de pause professionnelle et à la fois de travail, comme la discussion avec ma comptable par exemple. Je vous ai un peu perdu apparemment de ce côté-là. Pour éclaircir la situation, j'étais en pause dans le sens où je ne produisais pas de prestations pour un client. Cependant, quand on est à son compte, quand on a une entreprise, elle ne s'arrête pas de tourner malgré la maladie de son gérant. Il y a toujours un minimum d'obligations légales à respecter, comme les déclarations de TVA, les impôts, les taxes, la sortie du bilan. Et il y a des deadlines à respecter. Alors oui, je n'avais pas de contact sur mon activité principale, mais je me devais de maintenir un certain nombre de choses liées à la vie même d'une entreprise. Je n'avais pas le choix. Et en toute franchise, j'ai pu me permettre cette pause parce que nous avions réussi à économiser les années précédentes. J'ai puisé, et je puise toujours malheureusement dans mes ressources. Parce qu'il n'est pas bon d'être chef d'entreprise et malade. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Si mon cancer était arrivé ne serait-ce que quelques années plus tôt, j'aurais sans doute dû fermer l'entreprise. Je ne sais pas comment nous aurions fait. Car le cancer, c'est un boulot à temps plein. Pour le malade et pour son aidant. Penser que le compagnon peut travailler double pour compenser la perte de revenus de la personne malade, c'est une terrible erreur. Quand la culpabilité vous réveille la nuit, vous vous dites « J'avais économisé pour mener tel nouveau projet dans l'entreprise » ou bien « J'avais gardé cet argent personnel pour faire tels travaux de rénovation dans la maison » et qu'au final vous vous dites que ces projets tombent à l'eau parce que les économies passent dans la compensation de la perte de revenus liée à la maladie. Que ça vous impacte, vous, vos associés, votre famille. Ça fait partie des réflexions avec lesquelles il faut composer. De mon côté, j'ai la chance que Sébastien m'ait répété, sans cesse, que tout n'était que matériel, qu'on pouvait vendre la maison, qu'on avait été capable d'enchaîner des semaines à 50 heures, lui comme moi, par le passé, et qu'on serait capable de le refaire plus tard. Que les économies étaient là pour les coups durs, et que si un cancer n'était pas un coup dur, alors qu'est-ce qu'il serait ? Qu'il fallait se concentrer sur ma santé, que le choix était vite fait, qu'il me préférait moi, en vie et sans économie, que morte et ayant de l'argent. Ce que je vous dis là, vous vous dites sans doute que c'est logique. Mais quand c'est vous, le poids pour votre société, pour votre famille, la culpabilité ne vous lâche pas. Alors il faut que quelqu'un d'autre vous répète ces phrases. Si ça vient uniquement de vous, ça ne suffit pas. Je pense que c'est le genre de réflexion qui peut vous amener loin. À vous dire « Je ne vais pas faire tel traitement, c'est trop cher ». Ou bien « Si je mourais, ils hériteraient de ce qu'il me reste ». Voilà le genre de choses qu'on a en tête. Mais en plein traitement, vous ne pouvez pas laisser ne serait-ce qu'une once de ce genre de réflexion s'immiscer dans votre esprit. Car vous avez besoin que chaque cellule de votre corps soit combative. Alors il faut que votre compagnon, votre entourage, vous répète que c'est votre santé la priorité, que pour l'argent vous verrez plus tard, que c'est pas grave si vous ne faites pas de travaux dans la maison, que ce n'est pas grave si vous puisez dans les économies durement accumulées ces dernières années, que c'est votre vie la priorité. Il faut se l'entendre dire souvent, très souvent.
Parfois, je disais qu'avoir un cancer, ça coûte un rein. Mais quitte à y être, j'aurais préféré y laisser un sein gratuitement. La dernière question est une question d'actualité. Enfin, si vous écoutez ce podcast au rythme de sa diffusion initiale. Si vous le découvrez plus tard, nous aurons sans doute un décalage, mais ce n'est pas grave. Rares sont les parcours de soins qui durent moins d'1 an. Alors cela vous concernera sans doute, malgré tout, à un moment donné. La question est donc, comment gérer les fêtes de fin d'année en étant sous traitement du cancer du sein, notamment en parcours chimio? Cette question est compliquée. Je crois que toutes les questions sur cet épisode étaient compliquées en fait. Parce que ça dépend beaucoup du stade de la maladie où vous en êtes. Si vous venez d'apprendre de votre diagnostic et que vous n'avez pas encore commencé les traitements, pour moi, ça reste mon avis personnel, c'est la pire des situations. Parce que votre vie vient d'être bouleversée. Vous savez que vous allez avoir une année extrêmement difficile. Mais vous n'avez pas encore d'effets secondaires. Vous avez encore toute votre énergie. Vous avez vos cheveux. Tout va être empreint d'une telle nostalgie. Vous allez peut-être même vous dire que c'est votre dernier Noël avec votre famille. Vous voudrez profiter au maximum. Mais il y aura tellement de poids, de lourdeur dans ces fêtes. C'est très difficile. Si vous êtes dans cette situation, essayez de repousser vos réflexions de quelques jours, de profiter des gens que vous aimez. Je sais que c'est simple à dire comme ça, mais difficile à mettre en place. Si vous avez déjà commencé vos traitements et que vous êtes en cours de chimio pendant les fêtes, c'est différent, parce que vous avez un objectif en tête. La fin de votre traitement. Vous allez sans doute devoir adapter beaucoup de choses, mais ça sera un événement qui arrive pendant vos chimios. Vous lui accorderez la place que vous avez à lui accorder. La priorité, c'est votre traitement. Et quand on est en plein dedans, c'est plus facile, si je peux utiliser ce mot, à accepter. En plus, vos proches sont au courant de votre situation. Ils seront donc plus enclins à faire des efforts, à s'adapter à vous. J'étais dans cette situation, précisément l'année dernière, avec une chimio le 21 décembre. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'établir une liste de priorités, un classement même. Vous commencez par ce qui est le plus important pour vous, et puis vous déroulez jusqu'à ce qui vous dérangerait le moins si cela n'avait pas lieu. Pour vous donner un exemple, pour moi, la priorité des priorités, c'était de voir Charlotte sortir les cadeaux de sa hôte pour Noël. Je savais que les matins étaient très compliqués, qu'il aurait été difficile de la faire patienter 2 heures, le temps que j'émerge comme on dit. Je n'étais pas certaine non plus de tenir un repas complet. Le repas en famille n'était pas ma priorité. C'était vraiment l'ouverture de la hôte. Alors nous avons fait un réveillon à 3, avec Sébastien et Charlotte, à la maison. Nous avons commencé à manger tôt, et nous avons déballé nos cadeaux avant le dessert. Il devait être 21h environ. J'ai pu voir ses yeux pétiller. C'était ma priorité sur ma liste, et j'ai fait en sorte de pouvoir en profiter. Pour le repas de famille élargi le lendemain, j'ai fait en sorte de me réveiller au dernier moment, de prendre les médicaments aux heures qui me permettraient d'être le plus en forme quand je serai chez mon frère. Ces fêtes-là ont demandé davantage d'organisation, et on a clairement pu faire beaucoup moins de choses que les années précédentes. Mais je n'ai pas vraiment culpabilisé. Je me disais que ma priorité, c'était ma santé, que les prochaines seraient meilleures. Et cette année, maintenant que le gros des traitements est derrière moi, les fêtes tombent pile entre mes 2 mastectomies, la première ayant été en novembre et la prochaine en février. Eh bien, je savoure. Je savoure chaque instant avec Charlotte, chaque décoration posée, chaque chant de Noël que j'entends, chaque spectacle auquel j'assiste, chaque téléfilm de Noël que je regarde. Je ne peux toujours pas faire autant de choses qu'avant, je suis toujours bien fatiguée et j'ai encore des douleurs liées à ma mastectomie, mais ce n'est pas grave. Tout a une saveur décuplée. J'ai toujours été très optimiste, mais je mesure d'autant plus ma chance d'être encore là, en vie, en rémission, avec ma fille et mon mari. C'est sans nul doute cette année où j'ai l'esprit de Noël le plus présent. C'est peut-être cliché, mais c'est vraiment sincère. Nous voilà déjà à la fin du dernier épisode de cette 2e saison consacrée à la chimiothérapie. Je vous remercie pour vos écoutes, vos commentaires, vos interactions. J'espère avoir répondu à vos questions. Et si vous écoutez ce podcast avant de commencer vos traitements, j'espère que cela vous permettra d'y aller mieux informé,
avec quelques astuces. Je vous souhaite surtout bon courage. Ne nous leurrons pas, vous allez vivre quelque chose de difficile. Mais un jour viendra, et ce sera votre dernière chimio. Accrochez-vous à cela. Quant à ceux qui m'écoutent et qui sont du côté des familles, des amis, des accompagnants, j'espère que vous vous rendrez mieux compte de ce que traverse votre proche et de comment vous pouvez l'aider au mieux pendant ces moments-là. Nous faisons une pause dans la diffusion du podcast pour les vacances de fin d'année. Nous vous retrouverons à la rentrée pour le début de la 3e saison qui sera consacrée aux traitements autres que la chimiothérapie. On parlera de thérapie ciblée, de radiothérapie, d'hormonothérapie, de mastectomie, de curage axillaire. Nous espérons que vous serez nombreux à nous retrouver pour cette nouvelle saison. Abonnez-vous au podcast pour être tenu informé de la sortie du nouvel épisode. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et j'espère que cet épisode vous a été utile. Pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également y laisser un avis pour nous faire part de votre soutien et nous suivre sur Instagram pour du contenu supplémentaire. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent être intéressées par notre histoire, n'hésitez pas à partager pour que nos voix puissent atteindre ceux qui en ont besoin. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci mesdames et messieurs de nous avoir écoutés. Bonne journée!